Du 8 au 31 juillet, France Télévisions vous donne rendez-vous au Festival of d'Avignon. Théâtre, danse, humour, musique, café-théâtre. 8000 artistes vous attendent. Du 8 au 31 juillet, le Festival of d'Avignon. Bonjour à tous, bienvenue en direct du Off depuis le chapiteau du Off en Avignon. Vous êtes tous et toutes les bienvenus pour assister à cette émission chaque jour à 18h15 avec pour invité ce soir Sylvie Chalaï. Bonsoir à vous Sylvie. Vous êtes directrice d'un laboratoire, scène francophone et écriture de l'altérité. Aujourd'hui, vous avez accueilli un plateau d'invités en première partie ce matin dans la chapelle du Verbe incarné et cet après-midi ici même sous ce chapiteau pour aborder les cultures noires. Vous êtes également l'auteur d'un livre qu'on découvrira qui s'appelle Culture noire en France, la scène et les images, écrit sous votre direction, publié par l'Harmattan et illustré de nombreux témoignages et nombreux travaux des personnalités qui sont venues aujourd'hui en Avignon échanger. Qu'est-ce que l'altérité? Première chose et première définition pour commencer, s'il vous plaît Sylvie. Je pense que c'est souvent quelque chose que l'on plaque sur l'autre, justement, et ça a une part d'invention. L'altérité, c'est aussi une part d'imaginaire, d'invention, mais c'est aussi le lot du théâtre, puisque précisément au théâtre, on travaille sur les imaginaires. Donc il s'agit de travailler aussi sur ces théâtres qui tentent de parler de l'autre ou de parler de soi en exprimant auprès de l'autre cette image fabriquée qu'on lui colle à la peau. C'est ce que vous avez tenté de faire aujourd'hui et vous y avez réfléchi. Bonjour Marie-Julie Chalut, vous êtes comédienne. Oui. Vous avez été l'élève de Sylvie Chalaï. On va regarder quelques images. Vous allez nous commenter les images aujourd'hui sur deux sites. Je le disais ce matin chez Greg Germain, à la chapelle du Verbe incarné, avec un premier colloque et une première réflexion. Et puis cet après-midi, qu'est-ce que vous avez voulu expliquer et montrer aujourd'hui ? La table ronde était sur les acteurs noirs de France et comment encore aujourd'hui l'acteur noir en France est perçu avant tout comme noir. Et donc on a réfléchi sur la possibilité de décloisonner en fait ces perceptions et de considérer l'acteur noir comme un être humain avant tout, un acteur qui peut jouer n'importe quel rôle. Et donc c'était l'idée de défendre défendre un message on va dire positif, essayer de réfléchir sur ça, quoi, en fait, avec les différents comédiens et comédiennes qu'il y avait sur le plateau. Voilà. Des étudiants sont venus se joindre à vous pour cette réflexion ou est-ce que vous étiez simplement entre comédiens et comédiennes? Comment? Est-ce que des étudiants sont venus vous rejoindre, des chercheurs? Ou est-ce qu'on oui, était simplement exactement. entre artistes? Non, comédiens, comédiennes, des chercheurs du laboratoire CFA notamment, Vanessa Bouler aussi qui nous a présenté un bel exposé sur l'autre dans le théâtre français dans le 19e siècle. Comment elle a expliqué comment l'image du noir se construisait au fil des époques. Et c'était super intéressant puisque encore aujourd'hui, on a ces conséquences-là de ces perceptions qui sont encore aujourd'hui, qui se reflètent encore dans nos représentations contemporaines, que ce soit à la télé, au ciné ou au théâtre. On va ensemble y réfléchir et en débattre avec notre invité. Je vous remercie, Marie-Julie Chalut. Merci beaucoup d'être venue nous rapporter la parole des échanges qui sont déroulés ici, sous ce chapiteau du Festival Off d'Avignon. Sylvie Chalaï, votre travail débute au début des années 80 et c'est finalement une date qui est une césure dans le regard que l'on peut avoir, ou en tout cas la place du comédien noir, que ce soit sur scène, à la télé ou sur grand écran. En fait, dans les années 80, on a soudain des figures qui apparaissent, avec notamment Isaac de Bancolé, par exemple, puisque tout le travail de Peter Brook va être du côté de l'Afrique. Il y a aussi le texte de Coltès qui est monté par Chéreau à Nanterre, Combat de nègres et de chiens. Et tout d'un coup, on s'aperçoit que finalement, la place des acteurs dans la scène française est peut-être pas aussi évidente que cela. Et paradoxalement, au moment où donc ces spectacles ont lieu sur la scène française, on voit que les figures d'artistes noirs, à la télévision en particulier, dans les séries, disparaissent peu à peu. On a une espèce de crise de la société française qui est sans doute liée aussi finalement à la découverte que dans les années 80, la France est une terre d'immigration. Il y a une prise de conscience qui se fait à ce moment-là. Oui, l'idée que finalement, il y a, c'est une terre d'accueil, une terre de voyage, mais aussi on invente finalement une Afrique qui n'existe pas. On se fantasme une Afrique qui n'existe pas à travers des formes scéniques, bien entendu, mais aussi à travers le cinéma,
puisqu'on a, par exemple, des films qui sont assez spectaculaires à l'époque, comme Marche à l'ombre, par exemple, de Michel Blanc, ou bien Thomas Gilou avec Black Micmac, qui évoque une Afrique qui serait en quelque sorte souterraine, inquiétante. Et ça a pour effet finalement assez curieux de ne pas donner véritablement d'espace pour les acteurs, puisqu'on va considérer peut-être qu'il n'y a pas de place pour ces acteurs dans le répertoire français. Si on remonte à la Vénus Hottentote en préparant cette émission, c'est le début de l'histoire finalement, c'est là. Oui. Il y a vraiment dans la figure de la Vénus Hottentote un emblème, un symbole très très fort. Parce que la Vénus Hottentote est sans doute une des premières représentations effectivement donc d'un personnage qui est pris en charge par donc une africaine. Mais en même temps, cette africaine, on ne veut voir en elle que cette altérité, que l'exhibition qu'elle représente, alors qu'elle est venue finalement jouer un rôle, jouer le rôle alors d'une sauvage, parce qu'il s'agit justement de satisfaire les imaginaires de l'époque, mais on ne lui reconnaît pas du tout la capacité à jouer et à faire semblant, à être justement une actrice qui joue la sauvage. Alors c'est un enfermement, elle va être enfermée dans son corps, enfermée dans ce corps d'exhibition, et on ne va pas du tout lui reconnaître la capacité de jeu, alors même que cette capacité de jeu est peut-être précisément le signe de son humanité. Face à vous, il vient de s'installer 3 artistes. Je vais accueillir Eva Doumbia, qui est metteur en scène, et je vais accueillir également Laetitia Lalebi-Beni et Ludmila Dabo, qui sont les interprètes du spectacle Afro-PN, qui se joue au Haut Plateau chaque soir à 20h. On va pas échanger avec vous dans quelques instants sur le spectacle, et puis on va continuer à parler et à argumenter autour de cette thématique de la culture noire. Je crois que vous avez fait un lourd travail cette année, vous n'avez pas forcément eu le temps de le faire, Sylvie, mais un lourd travail quantitatif pour regarder en Avignon, dans le festival, les pièces qui concernent la culture noire, les comédiens qui y viennent. Peut-être pas sur cette année, mais sur les autres années. Quel est votre constat ? Depuis des années, il y a toujours finalement des spectacles qui sont à dose homéopathique sur l'ensemble du festival Off. Je ne parle pas du festival In, qui là par contre, donc c'est vraiment très exceptionnel cette année. Mais dans le festival Off, il suffit de regarder, c'est très vite vu quand on regarde les régions qui sont présentes. Déjà, si on a donc la Caraïbe et évidemment par exemple la Guadeloupe ou la Martinique, déjà on a des chances d'avoir aussi des acteurs. Mais ce qui est le plus important, c'est d'avoir effectivement des acteurs distribués dans des pièces donc de régions qui viennent dans le Off. Alors ça progresse de plus en plus, bien sûr, mais ça reste quand même... c'est quelque chose qui est paradoxal, parce qu'en même temps, on voudrait faire en sorte que la présence d'acteurs qui soient issus afrodescendants, comme on dit, ou issus de l'immigration, ou en tout cas qui ait un phénotype, comme dit aussi Eva Doumbia, particulier, ne soient pas forcément repérés, qu'ils ne soient pas... on ne va pas dire « Ah, un tel joue... » C'est très paradoxal, puisqu'en même temps, on a envie de les voir, et en même temps, on voudrait que ça soit normal qu'ils participent à ces créations. Et c'est toujours pas aussi évident que cela. Voilà, c'est quelque chose qui mérite véritablement qu'on s'y intéresse, de manière au moins un jour à pouvoir tourner la page et à se dire qu'on peut distribuer dans n'importe quel rôle, et bien sûr des rôles titres, des grands rôles, des rôles du répertoire, des rôles emblématiques, notamment chez Shakespeare, Molière, mais aussi des grands rôles emblématiques du théâtre plus contemporain, des acteurs issus de cette diversité, pour lesquels ça ne poserait pas un problème, et on ne dirait pas « Ah, le metteur en scène a voulu dire telle ou telle chose », quand tout d'un coup, ça devient finalement un parti pris esthétique ou un parti pris sémiologique, c'est-à-dire qu'on veut que ça ait du sens. Par exemple, distribuer un acteur africain dans le rôle du misanthrope, on va considérer tout de suite que ça dit quelque chose sur le misanthrope. Il faudrait qu'on arrive à tourner cette page, à ce que ça soit banal et normal, que n'importe quel grand comédien, qui peut avoir des origines africaines, puisse jouer ces rôles-là. Sylvie Chalaï, on vous retrouve dans quelques instants. Vous êtes directeur du laboratoire scène francophone et écriture de l'altérité et l'auteur du livre Culture noire en France, la scène et les images. Je vais revenir vers Eva, Laetitia et Ludmila pour parler de cette pièce Afro-PN. C'est une nouvelle création. La première création, c'était à Limoges, si je ne me trompe pas. C'est joué au Haut Plateau à 20h. Qu'est-ce que vous avez voulu nous raconter au travers des femmes qui sont là, au travers du texte ? Alors, Afro-PN, c'est une adaptation de 2 textes de Léonora Miano, qui est une romancière tout d'abord. Elle a écrit
écrit Blues pour Élise et Écrit pour la parole, qui sont des textes qui parlent de ce qu'elle appelle les Afropéens. Les Afropéens est un néologisme. Ce sont des Français noirs. Et les personnages de Afropéennes sont des femmes des classes moyennes. Ce sont 4 copines, un peu comme dans Sex and the City, qui se retrouvent une fois par mois dans le même restaurant et racontent leurs histoires de mecs, de fringues, de coiffures. Mais derrière tout ça, il y a toujours la problématique identitaire. Qu'est-ce que c'est que d'être noir en France? Voilà. Sur le ton avec humour, on mélange aussi d'autres disciplines comme la danse, le chant, la musique. La forme est aussi métissée que le fond, en réalité. Quel regard avez-vous, Ludmilla, Laetitia, sur ce que l'on vient de dire avec Sylvie à propos de la place de la culture noire dans le théâtre, le cinéma, à la télé peut-être aussi? Moi, je suis Laetitia. très heureuse d'être là et d'arriver à un moment de la France où on se pose ces questions-là d'une manière détendue, en ayant le sourire et en ayant aussi des personnes compétentes qui se posent ces questions-là. Donc je suis heureuse. Ludmilla? Moi, je partage exactement le sentiment que Laetitia vient d'évoquer. Pour moi, je pense aussi, précédemment dans le débat qu'il y a eu dans l'après-midi, une autre de nos camarades a dit quelque chose de très juste la concernant intimement par rapport à sa place d'actrice. Et moi, je la rejoins également sur son évocation qui était que ce qu'il y a de plus beau en réalité dans cet engagement et sur ces questions qui sont présentées paisiblement, c'est également la question identitaire, la place que nous avons dans le monde, en France, dans notre intimité, en politique, dans la vie sociale qui nous intéresse également. Et je pense que le spectacle sur lequel Eva nous a réunis permet ça. Voilà. Comment vous avez choisi vos comédiennes? Vous parliez de bande de copines tout à l'heure, c'est ça aussi pour le choix ou pas? Alors, il s'avère qu'elles se sont déjà rencontrées autrement et que je les ai vues en fait dans un autre spectacle. Je cherchais des comédiennes qui savaient faire plusieurs choses, qui étaient afropéennes, qui n'avaient pas d'accent, qui étaient nées en France, qui pouvaient se sentir concernées. Je cherchais surtout de très bonnes comédiennes et elles en sont. Et donc, je les ai vues dans une mise en scène d'Irène Bono, toutes les 3. Enfin, elles sont 4. Hein. Il y en a 3 d'entre elles, en fait, étaient sur un autre spectacle. Donc, on a commencé à discuter. Alors, ça s'est fait un peu de manière chaotique parce que, comme je le disais tout à l'heure dans la table ronde organisée par Sylvie, il y a en fait très peu de comédiens formés en France de cette génération-là, en vérité, puisque les grandes écoles on dirait, enfin, j'exagère, mais on dirait qu'il y a un quota qui est assez infime. Et la 4e, en fait, elle m'a été envoyée par quelqu'un d'autre et j'ai regardé une petite vidéo et je l'ai rencontrée et elle correspond tout à fait aussi. Voilà. Je vous remercie toutes les 3 d'être passées par le plateau d'en direct du Off. Je vous laisse aller au théâtre puisque c'est à 20h au haut plateau. Je sais que vous avez avant cela des costumes et une petite préparation. Merci beaucoup. Ça s'appelle Afropéenne. Merci beaucoup à toutes très les 3. bonne soirée. Merci Ludmilla, Eva et Laetitia. Sylvie, je reviens avec vous pour continuer à parler de ce livre. Sylvie Chalaï, directeur du laboratoire scène francophone et écriture de l'altérité. Quand tout à l'heure, c'est Eva qui disait j'ai l'impression qu'il y a un quota mais qu'il est très faible. Vous faites le même constat, vous aussi ? Oui, bien sûr on a toujours le sentiment quand il y a 1 ou 2 acteurs un peu basanés qu'il y en a beaucoup. Hein. C'est vraiment la particularité. Donc, ce qui fait que, du coup, dans une promotion, quand il y a 1 ou 2 comédiens afrodescendants, eh bien, il y a rarement plus. Donc, c'est pour ça, dans les écoles, effectivement, on pourrait imaginer qu'il y ait plus d'acteurs, mais on a progressé, c'est-à-dire que moi je vois bien le travail qu'on a commencé à faire dans les années 80 et puis entre les années 2000, 2003 et puis 2013 aujourd'hui, peu à peu il y a de jeunes acteurs qui travaillent aujourd'hui, vraiment des jeunes acteurs qui ont peu à peu une place. Alors voilà, il faut rester vigilant, il faut se dire que la bataille entre guillemets n'est pas gagnée parce que c'est ça, l'important c'est d'être toujours vraiment à vif quand même sur ces questions, de manière à ne pas s'endormir, être attentif. Vous avez dirigé l'édition de ce livre, Culture noire en France, la scène et les images. Qui a participé, qui a collaboré, qui a écrit avec vous ?
Alors il y a vraiment une ribambelle donc de chercheurs. Et... Sans les citer, mais sur les profils, chercheurs. Oui, oui, des chercheurs, beaucoup aussi d'acteurs, d'artistes qui ont témoigné, des philosophes également, donc Achille Mbembe par exemple, mais aussi Lilian Thuram, qui a témoigné par rapport à sa propre histoire. Hein. On va revoir la couverture du livre d'ailleurs aux éditions L'Harmattan. Et puis aussi des auteurs contemporains de théâtre qui témoignent, parce que beaucoup de ces auteurs contemporains sont parfois aussi des comédiens qui ont voulu écrire pour ces camarades comédiens qui peut-être ne trouvaient pas leur place, pas forcément pour écrire pour des acteurs noirs, mais écrire d'abord pour parler effectivement bien de ce que c'est que d'être l'autre, entre guillemets, dans une société française, mais tout simplement écrire pour des comédiens, sans qu'il y ait stigmatisation de la couleur du personnage. Et souvent, donc, ces auteurs se sont évidemment posé la question de l'acteur noir, des cultures noires. Alors, cette notion de culture noire est une notion problématique, puisque sans doute il faut la poser pour l'évacuer, premièrement, voilà, pour se dire que sans doute il n'y a pas de culture noire et que la culture noire est une fabrication. L'idée qu'il y aurait une culture enfermée dans une question de couleur est une aberration. La culture n'a pas de couleur. Elle est d'abord donc une manifestation d'une histoire. Alors il y a des hommes qui ont une histoire en commun, mais on peut appartenir à la culture noire sans avoir la couleur de peau noire. Puisque la culture est universelle, on le vérifie ici au Festival d'Avignon. Sylvie, je vais vous emmener à la découverte d'une artiste qui s'appelle Élodie Barthélémy. Elle a travaillé il y a quelques jours rue des Lys devant la chapelle du Verbe incarné, où vous étiez ce matin pour la première partie du colloque. Elle propose également une exposition. Il y avait cette performance. Je propose vraiment de rencontrer cette personne qui nous a beaucoup touchés ici lorsqu'on a tourné et monté ces images et ce reportage. Que faire avec juste ce qui me constitue? Comment faire avec ce qui me constitue pour créer? Mes tresses allant jusqu'au sol sont des tresses qui me relient du sol à l'espace et je peins là aussi avec très peu de choses, c'est-à-dire ce que je porte sur moi, mes cheveux. Comment on peut dénouer à partir de nos nœuds intérieurs, comment le travail pictural peut nous amener à nous ouvrir et à être en accord comme ça avec le monde. Tout un rapport de synesthésie entre les couleurs que je vais utiliser et les gammes que la violoncelliste va choisir, et donc elle va mettre en relation les couleurs et les sons. Et en fait, le son la musique, le son va m'amener à puiser en moi la force, en fait, qui va m'amener à peindre et à faire exploser comme ça ce désir d'expression. C'est ça aussi le Festival Off d'Avignon et l'exposition Mater Colorosa, signée Élodie Barthélémy. Je vais accueillir la blogueuse du Off, Savannah Massé. Bonsoir Savannah. Bonsoir David. Et ce soir accompagnée de Charlotte Lipinska. Bonsoir Charlotte. Bonsoir. Savannah est blogueuse pour Mediapart et pour le Festival Off d'Avignon. Charlotte écrit pour la République du Théâtre.com. On te lit également dans Tétu, dans Marie-Claire. Tu passes tout le Festival Off d'Avignon ici, sur place, pour voir un maximum de pièces et nous raconter l'ambiance de ce théâtre. On viendra avec toi dans quelques instants. Vincent Savannah, 2 spectacles comme chaque jour. Le premier est à quelques mètres d'ici, à croire que Savannah sort du village du Off et va au théâtre. C'est à la Manufacture. Alors c'est Coq Bataille, donc ça se passe sur l'île de la Réunion. C'est une pièce qui a été écrite et qui est interprétée par Sergio Grondin et qui nous raconte une histoire, donc peut-être la sienne, qui est une histoire d'amour et de haine. Donc ça nous retrace le parcours de son père, John Le Rouge, qui était incapable de s'exprimer avec des mots, donc qui usait beaucoup de la violence, qui deviendra un boxeur très célèbre et qui finira ses jours dans une sorte de folie plongée dans l'alcool. Donc ça retrace l'histoire de ce père absent, mais surtout justement la recherche de cet amour qu'il a cherché pendant des années et qui lui a manqué.
Donc il raconte à la fois pour se reconstruire, pour aussi réussir à échapper aux ombres héréditaires qui tournent autour de lui, et pour échapper à la violence qui plane au-dessus de sa tête. Il écrit aussi et nous raconte cette histoire pour essayer de comprendre la honte d'un secret indicible qu'on découvrira à la fin de la pièce. Ce qui est très intéressant, c'est la scénographie de la pièce, parce qu'en fait, au sein du discours, il nous emmène vraiment dans un voyage assez lointain, mais la scénographie, elle, est très contemporaine. Donc le comédien, en fait, est assis au milieu d'un bassin d'eau noir, et il s'asperge régulièrement le corps et le visage avec l'eau, comme s'il essayait de se laver de toute cette douleur qui est enfouie à l'intérieur de lui. Et il y a également des faisceaux lumineux qui sont projetés sur scène. Et en fait, le comédien, à l'aide d'un brumisateur, donc asperge les vaisseaux avec de l'eau. Et là, apparaissent des images en mouvement, notamment de son père en train de boxer. Donc c'est vraiment très beau. Le comédien est exceptionnel. Il porte à bout de bras ce texte très brut qui laisse place au silence en sortant de la pièce. Deuxième pièce, Fermez la porte au petit chien. Alors, Entrez et fermez la porte. Donc là, c'est un roman de Marie Billedou qui l'a adapté au théâtre pour 7 jeunes comédiennes, donc, qui sont très, très brillantes, très vivifiantes et très dynamiques. Donc ça nous raconte l'histoire d'un casting. Donc elles viennent chacune leur tour, c'est un petit peu des sortes de seules en scène, se présenter sous le regard du spectateur. Donc le réalisateur de ce casting est interprété par une voix qu'on entend en fond de salle, qui est celle de Jacques Higelin. Donc c'est vraiment un grand moment de théâtre où le spectateur observe cette espèce d'interrogatoire qui est un petit peu curieux, assez étrange. Donc il y a beaucoup de provocations, énormément d'humour, c'est très intense. Et il y a un grand investissement de la part des 7 comédiennes. Et ce qui est assez étrange et assez spécial, c'est qu'en fait le spectateur se retrouve lui-même dans une position de voyeur comme celle du réalisateur. C'est au petit chien, merci beaucoup. Exactement. On te retrouve sur le blog Mediapart consacré au Festival Off d'Avignon. Vous avez fait connaissance avec Charlotte avant l'émission ? Pas encore. Pas encore, c'est pas mais fait. On a le droit de boire des coups après. Ouais, vous pouvez, allez-y, profitez-en. Charlotte Lipinska qui vient nous raconter son festival. Avant ça, aujourd'hui, il y a eu une onde de choc, une nouvelle vers midi. On a appris la disparition d'une comédienne qui était venue pour la dernière fois en Avignon il y a 2 ans, qui était toujours promise un très bel avenir. Oui, évidemment, ça me semble difficile de ne pas avoir une belle pensée et un mot pour Valérie Lang, qui nous a quittés ce matin. Elle avait 47 ans. Alors, pour ceux qui ne la connaissent pas, bon, le nom, évidemment, dit quelque chose. C'était la fille de Jacques Lang, mais c'était surtout une actrice extrêmement sensible et une artiste engagée. Elle a été aux côtés de Stanislas Nordet dans cette grande aventure du théâtre citoyen au théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis. C'était la compagne de Stanislas Nordet. Elle a été à ses côtés pendant près de 20 ans dans tous ces spectacles. Et nous l'attendions, là, dans quelques mois, dans le rôle de Phèdre, mise en scène par Yanis Rizos, au Théâtre de la Ville à Paris. Et elle nous a quittés brutalement ce matin, à 47 ans. Donc on pense à elle et à ses c'était proches. l'hommage qu'on voulait lui rendre aujourd'hui. Charlotte, comment tu vis ce Festival Off d'Avignon ? Qu'est-ce que tu vis depuis déjà plus de 15 jours ? Chaudement, comme vous, non ? Ouais. On n'en peut plus. Non, mais en dehors de ces banalités de météo, moi je trouve que c'est un festival que je vis plutôt joyeusement et légèrement. C'est vrai que j'ai la chance de venir ici depuis maintenant plus de 20 ans. Donc on a vu ce festival grandir et grandir. On a vu le poumon du off bouillir et bouillir d'année après année. Alors c'est vrai que là on se dit 1258 spectacles, est-ce bien raisonnable ? Non. Très clairement, ça n'est pas raisonnable. Mais dans ce chiffre faramineux, il y a des pépites, et Savannah en a trouvé certaines. Je trouve néanmoins que finalement, quand on y regarde, quand on prend le temps de regarder le journal du off, quand je dis le journal du off, c'est ce bottin, cet annuaire. C'est une bible. C'est un bottin, ça pèse 12,5 kg, on ne peut pas le transporter. Il y a une version sur smartphone, pour info, Charlotte. C'est vrai, elle est pas mal. Oui, mais il n'y a pas de recherche avec les noms. On ne peut rechercher que par titre. Non, j'ai regardé, ça ne marche pas du tout. Donc, la Bible est là. Mais quand on prend le temps effectivement de s'y pencher, moi je trouve qu'on identifie maintenant assez clairement les lieux. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, dans le même lieu, on trouvait un peu le pire et le meilleur. Maintenant, depuis que des lieux ont été pris par des régions, alors que ce soit le Théâtre des Dons pour la Belgique, mais le Grenier à Sel pour les Pays de la Loire, Caserne des Pompiers, Champagne-Ardenne et d'autres. Il y a déjà là, ça passe par un filtre de programmateurs, donc il y a déjà des propositions qui me semblent un petit peu plus intéressantes, et la porte n'est pas ouverte aux premiers venus. Et puis il y a maintenant des lieux très clairement identifiés. Alors c'est sûr que si on va au Paris ou au Palace, on est là pour rigoler, hein. Voilà, c'est pas forcément la même chose dans les lieux qui sont dédiés aux écritures contemporaines, alors que ce soit la Manufacture ou le Théâtre des Halles.
Voilà, donc en fonction, je trouve qu'il y en a vraiment pour tous les publics et en fonction de ce qu'on vient chercher à Avignon, si c'est du pur divertissement, si on est en famille avec des enfants ou si on a envie d'être un peu bousculé, émerveillé ou de découvrir des auteurs contemporains, on sait où aller maintenant. Un coup de cœur, si tu as une pièce à retenir, une pièce à conseiller, quel que soit le genre, le style, l'esthétique. Alors, très rapidement, il y en a un, moi, qui m'a beaucoup bouleversée. Ça s'appelle Le Jardin secret à 18h à Présence Pasteur. C'est le comédien Benoît Giros, qu'on avait vu l'année dernière dans La Mouette sur le plateau de la Cour d'honneur, qui cette année met en scène les mémoires de ce grand homme politique qui était Jean Zay, à qui la culture et l'école doivent énormément. Il a été, je ne vais pas tout vous raconter, mais on est pendant la Seconde Guerre mondiale, il a été emprisonné et il a tenu un journal. Et donc c'est l'adaptation de ces 4 ans d'emprisonnement. Il aurait pu se faire évader avec l'aide de la résistance. Il a refusé, il acceptait sa peine pour désertion. Immense homme politique, le plus jeune ministre de l'Éducation. Et il a été fusillé en pleine forêt. Et son journal est une merveille. Et dans un autre genre, très rapidement, un autre journal qui là est beaucoup plus rigolo, mais tout aussi émouvant, c'est le journal de ma nouvelle oreille, d'une comédienne qui s'appelle Isabelle Truchard. Bon, elle n'a pas un nom très sexy pour une comédienne, elle est absolument délicieuse en scène, malicieuse, drôle, et elle nous raconte sa vie. C'est totalement autobiographique, à savoir qu'elle a perdu Louis à 14 ans, 70% à chaque oreille, mais elle s'en est pas rendue compte. Il y a eu un déni de sa surdité. Elle a été diagnostiquée donc totalement sourde, jeune adulte, et à 36 ans, grâce au progrès des nouvelles technologies, on lui a greffé des oreilles numériques. Et de la première seconde où à nouveau elle entend le monde, mais elle entend surtout les bruits de son enfance, parce qu'elle avait entendu petite, elle a tenu un journal et qui est là mis en scène par Zabou Bretman. Isabelle donc joue son propre rôle, c'est drôle, c'est malicieux, il y a plein de surprises et c'est une grande émotion que d'entendre le monde. Charlotte Lipinska, merci beaucoup, bon festival. Merci. On retrouve tes chroniques sur larépubliquedutheatre.com dont es-tu et Marie-Claire. Merci beaucoup Charlotte, à bientôt. Merci à Savannah, la blogueuse du Off. On va fermer cette émission. Sylvie Chalaï, vous avez été notre invitée à propos de ce livre Culture noire en France, la scène et les images. Dans quelques minutes, vous partez pour le théâtre du chien qui fume, je crois, c'est ça? Pour Clémentine Célarier. Oui, tout à fait. Oui. Elle aussi est surprenante. Hein. Ben, je vais découvrir. Vous allez le voir. Je regrette qu'on ne l'ait pas eu avec nous ce soir, les horaires ne correspondent pas. Et c'est une vraie belle surprise. Vous verrez ce spectacle au Théâtre du Chien qui fume. Merci d'avoir partagé cette émission. Merci à vous. Merci à toutes les trois. On remercie ceux en direct du Off. Je vous donne rendez-vous demain, 18h15, sous le chapiteau du village du Off.